Bienvenue à chacun de vous pour la suite de ces cours de physiologie animale. Le chapitre 4 de ces enseignements décrit la physiologie sexuelle mâle chez les mammifères. Dans les deux précédentes vidéos consacrées à ce quatrième chapitre, je vous avais présenté d'abord l'organisation du testicule, puis ensuite son activité de production de spermatozoïdes. Dans cette troisième partie du chapitre 4, je traiterai l'activité endocrine du testicule. Nous y verrons les réactions biochimiques qui conduisent le testicule à synthétiser une hormone stéroïde androgène importante qui est la testostérone. Puis je vous décrirai les rôles de cette hormone androgène dans l'acquisition des caractères sexuels mâles, d'abord chez le fœtus et ensuite au cours de la période pubertaire. Enfin, la dernière partie de cette vidéo sera consacrée au mode d'action des androgènes par leurs récepteurs à action nucléaire. Nous allons démarrer ici par les cellules de Leydig qui synthétisent des stéroïdes androgènes. Nous avions vu dans les précédentes vidéos l'existence de deux types cellulaires majeurs dans le testicule. D'une part, les cellules de Sertoli, formant la paroi des tubules séminifères, et dont l'activité était une activité fondamentale dans la spermatogenèse. Et puis nous avions vu entre les tubes séminifères un tissu interstitiel contenant les cellules de Leydig, qui sont des cellules proches des capillaires sanguins, et ce sont ces cellules de Leydig qui vont produire la testostérone. Les cellules de Leydig en fait sont équipées de l'ensemble des enzymes catalysant les différentes réactions qui vont conduire à la synthèse de testostérone à partir du cholestérol. Nous verrons que ces réactions sont des réactions d'hydroxylation, de clivage, de déshydrogénation et également d'isomérisation. Premier point, les deux sources de cholestérol pour les cellules de Leydig. D'une part, regardons la molécule de cholestérol. Le cholestérol, c'est un lipide qui appartient au groupe des stérols, caractérisé par ces quatre cycles A, B, C, D. On notera deux carbones importants. Le carbone 3 ici, qui est un carbone qui porte une fonction alcool, fonction OH. Et puis le carbone 17 ici, qui porte une chaîne latérale hydrocarbonée. Il existe deux sources de cholestérol pour les cellules de Leydig, et c'est assez classique pour les cellules stéroïdogènes. Première origine du cholestérol, une origine exogène. La source exogène du cholestérol, elle est constituée par les esters du cholestérol. Un ester du cholestérol, c'est en fait une molécule où la fonction OH du carbone 3 du cholestérol a réagi. En fait, on a une liaison ester, une réaction d'estérification avec la fonction acide carboxylique d'un acide gras pour obtenir un ester de cholestérol. Ces esters de cholestérol sont acheminés aux cellules de Leydig par des particules qu'on appelle les particules de LDL, qui sont des particules sanguines. Ces particules sont des lipoprotéines de faible densité, LDL, Low Density Lipoprotein. Ces lipoprotéines sont constituées par une enveloppe de phospholipides avec des apolipoprotéines associées et du cholestérol libre. Et à l'intérieur de ces particules, des graisses neutres, les triglycérides, mais également les esters de cholestérol, ici en jaune, qui sont apportés, on l'a dit, aux cellules de Leydig. Les LDL sont représentés ici en rouge. Ils sont en fait reconnus par des récepteurs membranaires présents sur la membrane des cellules de Leydig. Et ce cholestérol va rentrer par endocytose à récepteur. On a une vésicule qui va contenir les LDL associés à leurs récepteurs, puis on aura ensuite une dégradation des LDL, ce qui permettra aux cellules de récupérer le cholestérol, et par contre les récepteurs membranaires aux LDL sont réacheminés sur la membrane plasmique pour pouvoir fixer à nouveau des particules sanguines de LDL. Les cellules de Leydig sont également capables d'effectuer la biosynthèse du cholestérol à partir de l'acétylcoenzyme A
par une suite réactionnelle dont nous allons pas voir ici le détail, mais qui met en jeu une enzyme importante qui est l'HMG-CoA réductase. C'est d'ailleurs la cible de médicaments qu'on appelle les statines qui bloquent cette enzyme pour permettre de réduire le taux de cholestérol chez des sujets qui ont trop de cholestérol. Cette chaîne réactionnelle aboutit à l'obtention de cholestérol, mais notons bien que cette capacité de la cellule de Leydig à fabriquer son propre cholestérol reste limitée, l'origine essentielle étant l'origine exogène par les esters de cholestérol. Nous allons voir la première réaction essentielle de la stéroïdogénèse, qui est une réaction de transformation du cholestérol en prégnénolone. La prégnénolone, c'est le premier progestagène qu'on va voir. Le sigle qu'on utilise classiquement est le sigle P5 pour la prégnénolone. Alors les cellules de Leydig, comme l'ensemble des cellules stéroïdogènes, sont caractérisées par un abondant réticulum endoplasmique lisse, où vont se faire l'essentiel des réactions de transformation ici en testostérone. Mais ces cellules de Leydig contiennent également des mitochondries particulières, qui sont des mitochondries à crête tubulaire, avec des crêtes, vous voyez, qui sont non pas classiques, mais ici à organisation tubulaire. La stéroïdogénèse va débuter par la translocation du cholestérol cytosolique vers la membrane interne de ces mitochondries à crête tubulaire. Dans cette membrane interne est localisé un complexe appelé le complexe P450-SCC pour cytochrome P450 Side Chain Cleavage. Ce complexe va intervenir dans la coupure de la chaîne latérale du cholestérol, la chaîne latérale qui était sur le carbone 17 du cholestérol. Donc voilà ici le cholestérol avec sa chaîne latérale. Le complexe P450-SCC est mentionné par le chiffre 1 ici, une réaction qui consomme du NADPH et du dioxygène. Et on obtient le premier progestagène qui est la prégnénolone ou P5. Et vous repérerez ici que la chaîne latérale est raccourcie, il n'y reste plus que 2 carbones. Donc on a une molécule qui est une molécule plus simple que le cholestérol. La suite des réactions enzymatiques qui aboutiront à la production de testostérone a lieu grâce aux enzymes présentes sur la membrane du réticulum endoplasmique lisse. Nous allons voir maintenant la succession des étapes catalysées par des enzymes du réticulum endoplasmique lisse conduisant à la conversion de la prégnénolone, progestagène, en progressivement des androgènes. Alors, le point de départ ici de cette transformation, c'est la prégnénolone. La prégnénolone va subir l'action d'une enzyme qui est mentionnée par le chiffre 2, qui est une enzyme de type isomérase et déshydrogénase. Sur la prégnénolone, on avait sur le carbone 3 un groupement alcool, OH, et on avait également un cycle A sans double liaison. Et bien cette transformation va aboutir à l'obtention d'une fonction cétone sur le carbone 3 et également une double liaison sur le cycle A. On obtient à ce moment-là la progestérone, le sigle étant P4, qui est un progestagène très important dans la suite réactionnelle. Cette progestérone va subir l'action d'une enzyme, qui est une enzyme appelée la 17-alpha hydroxylase, et cette enzyme va aboutir à un groupe hydroxyle, un groupe alcool, une fonction alcool, sur le carbone 17. On obtient la 17-alpha OH-P4, la 17-alpha hydroxyprogestérone, et on en a terminé ici avec les progestagènes. On va maintenant passer des progestagènes aux androgènes. Alors cette 17-alpha OH-P4, notons bien ici que sur le carbone 17, on a maintenant une fonction OH et puis les 2 carbones qui restent de la chaîne latérale. Bien, vous avez ici une enzyme qu'on appelle une liase qui va couper la liaison entre C17 ici et ce carbone qui est le carbone 20.
et on obtient à ce moment-là le premier androgène qui est l'androstène dione, le sigle étant delta 4A, et il reste finalement sur le carbone 17 une fonction cétone. Donc on a deux fonctions cétones maintenant, une fonction cétone en 3 et une fonction cétone en 17. Ce delta 4A va subir une réaction enzymatique qui est mentionnée par 5 ici, et qui permet, à partir, vous voyez, de la fonction cétone sur carbone 17, d'obtenir en fait une fonction OH, une fonction alcool sur le carbone ici 17. On obtient la testostérone qui nous intéresse, qui est le principal androgène. Alors cette testostérone est donc sécrétée par les cellules de Leydig qui sont mentionnées ici, et elle va ensuite passer dans les capillaires sanguins qui sont situés à proximité des cellules de Leydig. Donc la testostérone, elle est maintenant dans la circulation sanguine. On verra un peu plus tard que la testostérone peut exercer aussi des effets sans passer par le sang, en ayant des effets locaux dans le testicule. Alors cette testostérone, c'est donc un lipide. Elle est transportée dans le sang, non pas sous forme libre, mais associée à une protéine plasmatique de liaison qui est la TEBG, ce qui signifie la testostérone binding globulin. Donc c'est une globuline de transport spécifique ici du cholestérol. Ici, on va regarder un document qui présente le dosage d'hormones chez le bélier. On reviendra souvent sur ce document. On va regarder la partie haute de ce document qui est le dosage de la testostérone dans la circulation générale du bélier. Et ce dosage montre que la testostérone est sécrétée de façon pulsatile. On reviendra sur l'origine de cette pulsatilité. Notons qu'il existe deux autres androgènes qui sont sécrétés, mais cette fois en faible quantité par les cellules de Leydig. C'est la DHEA, la déhydroépiandrostérone, et la delta 4A, l'androstène dione, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ces deux androgènes sont sécrétés en faible quantité par les cellules de Leydig, et ils seront convertis en testostérone par les tissus extragonadiques, c'est-à-dire hors de la gonade. On verra que ces androgènes ne peuvent pas se fixer sur le récepteur des androgènes et donc n'ont pas d'action directe par eux-mêmes. Nous allons boucler cette stéroïdogénèse en regardant les étapes qui nous conduisent maintenant des androgènes aux estrogènes. En effet, une très faible quantité d'estrogènes, en fait de E2, d'estradiol, est également produite par le testicule, par les cellules de Leydig et on le verra aussi par les cellules de Sertoli. L'enzyme qui intervient dans la conversion de la testostérone en estradiol, elle est mentionnée par le chiffre 6 ici, c'est une aromatase. Et cette aromatase, on dit aussi le cytochrome P450 aro qui intervient ici, va permettre, vous voyez, d'obtenir l'estradiol. Donc dans l'estradiol, on a en position 3 une fonction alcool, et on a en position 17 une fonction alcool également, et on a surtout dans le cycle A un cycle aromatique. Vous voyez, il y a un cycle qui contient ici ces trois doubles liaisons. On a en fait une aromatisation de l'estradiol, diol, deux fonctions alcool, on vient de le voir en C3 et C17. Alors cet estradiol est produit en très faible quantité par les cellules de Leydig. Notons que les cellules de Sertoli, qui sont mentionnées ici, ne synthétisent pas d'androgène, elles n'ont pas l'équipement enzymatique pour le faire, mais elles contiennent l'aromatase, qui leur permettra de convertir la testostérone issue des cellules de Leydig en un estrogène, en estradiol. Et on peut noter que l'activité aromatase de la cellule de Sertoli est inversement proportionnelle à leur état de différenciation. On va tirer un bilan de la stéroïdogénèse, ce mécanisme important. Et bien on peut retenir finalement trois étapes pour résumer la cascade de conversion. On a tout d'abord ce que j'ai encadré ici en rouge, les progestagènes, qui sont les premiers produits de conversion du cholestérol. Ensuite, on obtient les androgènes, qui sont mentionnés ici par la partie noire et la lettre A. Et on a nécessité de passer par la phase, par l'étape androgène, pour aboutir finalement à l'étape estrogène. Donc retenons bien
progestagène, androgène, estrogène. On ne peut pas obtenir un androgène ou un estrogène si on n'a pas démarré par l'obtention d'un progestagène. On aura l'occasion de revenir très souvent sur ce processus de stéroïdogénèse. Après vous avoir présenté les différentes étapes qui permettent à la cellule de Leydig de produire de la testostérone, nous allons voir, à l'échelle de l'organisme, les rôles de la testostérone dans l'acquisition des caractères sexuels masculins, c'est-à-dire rôle de la testostérone dans l'acquisition du phénotype sexuel. Premières étapes, chez le fœtus, on va avoir, sous l'influence des hormones testiculaires, acquisition des caractères sexuels primaires, avec notamment masculinisation des voies génitales, des glandes annexes et des organes génitaux externes. On va commencer par regarder, sous l'influence des hormones testiculaires, la masculinisation des voies génitales, mais aussi, on verra, des glandes annexes. Alors, le point de départ ici, ce sont les voies génitales encore indifférenciées. En fait, jusqu'à la 7e semaine, dans l'espèce humaine, les conduits génitaux sont tout aussi indifférenciés que les ébauches gonadiques. Et au moment où débute la différenciation testiculaire, le tractus génital est encore à un stade indifférencié, où coexistent en fait deux types de canaux parallèles, les canaux de Müller, encadrés en bleu ici, et les canaux de Wolff. Ces deux types de canaux débouchent au niveau du sinus urogénital. Alors, la première hormone testiculaire qui est libérée par les cellules de Sertoli du testicule fœtal, c'est l'hormone antimullérienne. Et nous avons vu que cette hormone va induire la régression par apoptose des canaux de Müller. On est aux alentours de la 8e semaine. Et ces canaux de Müller vont disparaître au cours de la 9e, 10e semaine pour ne laisser que des organes vestigiaux sans fonction. Chaque canal de Wolff, par contre, va, sous l'influence de l'autre hormone testiculaire, la testostérone, produite par les cellules de Leydig du testicule fœtal, chaque canal de Wolff va être maintenu par la testostérone et va se différencier, va se masculiniser. Et nous allons regarder quels sont les dérivés de ces canaux de Wolff. Donc chaque canal de Wolff va se différencier en donc avec canal épididymaire, vous vous rappelez, au-dessus normalement du testicule. Attention, les testicules ne sont pas encore en position basse, ici. Ensuite, le canal de Wolff va aussi donner le canal déférent, qui va déboucher aussi dans le canal éjaculateur, qui n'est pas mentionné ici, mais qui est aussi un dérivé du canal de Wolff. Et puis, juste avant la jonction du canal éjaculateur avec le sinus urogénital, on va avoir bourgeonnement en une vésicule séminale. Donc, sous l'influence de la testostérone, chaque canal de Wolff du fœtus va donner épididyme, canal déférent, canal éjaculateur, vésicule séminale. On est aux alentours de la 10e semaine post-conception. Le sinus urogénital va également être masculinisé sous l'influence de la testostérone produite par les cellules de Leydig du fœtus. La testostérone en fait induit une masculinisation de ce sinus, ce qui va conduire à la formation de l'urètre, notamment urètre prostatique, et également de la prostate, donc la glande qui entoure ici l'urètre, et également va conduire à la formation des glandes de Cooper ou glandes bulbo-urétrales. Pour résumer ici, sous l'influence des hormones testiculaires, l'ébauche indifférenciée des voies génitales va se masculiniser. Nous l'avons vu, sous l'influence de l'hormone antimullérienne, il y a disparition des canaux de Müller, qui sont mentionnés ici par des pointillés, alors qu'il y a au contraire maintien et masculinisation des canaux de Wolff, qui vont chacun former l'épididyme, et puis ensuite, donc, qui n'est pas mentionné sur l'image, le canal déférent, le canal éjaculateur et l'ébauche de la vésicule séminale. Le sinus urogénital, lui, est à l'origine de l'urètre prostatique et de la prostate, qui apparaît comme un bourgeonnement du sinus urogénital, mais également est à l'origine des glandes bulbo-urétrales.
On a terminé la masculinisation des voies génitales mâles et des glandes annexes. Je vais vous parler maintenant de la masculinisation des organes génitaux externes. Et pour cela, on va démarrer avec un schéma qui présente les ébauches des organes génitaux externes. Alors au départ, le sinus urogénital est obturé par la membrane cloacale qui est mentionnée par CHU ici, donc membrane cloacale, et cette dépression est d'abord bordée par un épaississement de mésenchyme qu'on appelle le repli cloacal. Et ce repli cloacal forme à la partie antérieure un renflement appelé l'éminence cloacale. À la 7e semaine, la membrane cloacale est divisée par du mésenchyme qui va former le périnée. Cette membrane cloacale est divisée en deux parties, une partie arrière ici et une partie avant. Dans la partie arrière, on obtient la membrane anale. Cette membrane anale est bordée par le repli anal. Et puis en avant, la membrane qu'on obtient, c'est la membrane urogénitale, et elle est bordée par un repli qu'on appelle le repli génital, ou on dit aussi le pli urétral. L'éminence cloacale, qu'on avait vu tout à l'heure, va devenir le tubercule génital. Et enfin, bordant les deux replis génitaux latéraux, va se développer ce qu'on appelle les bourrelets génitaux, on dit aussi les bourrelets labioscrotaux. Donc voilà ici un bourrelet génital, et vous avez l'autre ici sur l'autre face. La membrane urogénitale est donc désormais limitée à l'avant par le tubercule génital, latéralement par les deux replis génitaux internes et par les deux bourrelets labioscrotaux externes. Cette ébauche est une ébauche encore indifférenciée, et nous allons voir maintenant que sous l'influence de la testostérone, vous allez avoir une masculinisation de ces organes génitaux externes. Donc présentation de la différenciation masculine des organes génitaux externes. La membrane urogénitale, qu'on avait vu tout à l'heure, va disparaître. On l'appelle maintenant la gouttière urogénitale. C'est en fait un orifice qui est encore bordé par les replis génitaux. Notons que les deux replis génitaux vont fusionner, et cette fusion des deux replis génitaux, mentionnée ici par ces flèches, va conduire à la formation du pénis, et on va aussi avoir la formation de l'urètre pénien qui progressivement s'enfonce dans le tubercule génital et va déboucher à l'extrémité du pénis. Notons également que les bourrelets labioscrotaux, donc les deux replis les plus externes, vont également former par fusion le scrotum. Et vous vous souvenez qu'il faut attendre la fin de la vie embryonnaire pour que les testicules terminent leur migration, leur descente, et viennent occuper le scrotum. Notons enfin que le tubercule génital s'allonge et va former le gland du pénis. Donc sous l'influence de la testostérone, eh bien, on a masculinisation des voies génitales, des glandes annexes et des organes génitaux externes. On a finalement, sous l'influence de la testostérone, mis en place l'appareil génital masculin. Une remarque sur laquelle on reviendra dans le 5e chapitre: chez le fœtus femelle, il n'y a pas de testostérone parce qu'il n'y a pas de testicules, et il n'y a pas d'AMH puisqu'il n'y a pas non plus de testicules. Rappelez-vous, absence de cellules de Sertoli, ça veut dire pas d'AMH. Donc s'il n'y a pas d'hormone antimullérienne, le canal de Muller va être maintenu, et non seulement il va être maintenu, mais on le verra, il va donner les différents dérivés spécifiques de l'appareil féminin, notamment les voies génitales, on verra, les trompes, l'utérus. Donc l'absence d'hormones antimullériennes ne permet pas la régression du canal de Muller, mais au contraire son maintien. Et l'autre hormone testiculaire, la testostérone, est absente, et donc il n'y a pas de maintien des canaux de Wolff, et donc les canaux de Wolff vont régresser.
vous voyez, une espèce de symétrie. Chez le fœtus mâle, ce sont les canaux de Müller qui régressent et les canaux de Wolff qui sont maintenus et masculinisés. Et chez le fœtus femelle, c'est exactement l'inverse. Ce sont les canaux de Müller qui sont maintenus par absence d'AMH et ce sont les canaux de Wolff qui régressent par absence de testostérone. La masculinisation des voies génitales et des organes génitaux chez le fœtus mâle étant terminé, on va faire un petit saut dans le temps et nous allons regarder la période périnatale, et j'ai choisi ici l'exemple du rat. Alors en effet, ici on a une mesure des concentrations de testostérone dans l'hypothalamus du rat mâle, donc c'est la courbe rouge, et dans le plasma toujours du rat mâle, courbe en vert, et ça a été mesuré en fait chez des rats mâles nouveau-nés, la naissance étant ici à 0 heure, le 21e jour étant le dernier jour ici de la gestation. Alors ce qu'on observe chez le rat nouveau-né, c'est un pic de testostérone, aussi bien dans le sang que dans l'hypothalamus, et ce pic, vous voyez, est un pic qui a lieu environ 2 heures postpartum, c'est-à-dire 2 heures après la parturition, 2 heures après la naissance. Alors l'origine de ce pic de testostérone est connue. En fait, il est déclenché par le changement de la température externe. En effet, au moment de la parturition, eh bien, les nouveau-nés se trouvent à une température de l'environnement qui est inférieure à la température dans l'utérus. Et ce changement de température est perçu par le système nerveux central. Il y a des informations qui sont conduites à l'hypothalamus. Revoir les vidéos du chapitre 2 sur le rôle de l'hypothalamus dans les régulations thermiques. Et cet hypothalamus va activer un axe qu'on aura l'occasion de revoir dans la prochaine vidéo, qui est l'axe gonadotrope, qui est un axe qui part de l'hypothalamus, qui passe par l'adénohypophyse, qui va activer notamment les cellules de Leydig productrices de testostérone. Et donc vous avez ce pic de testostérone. Alors quel est l'effet de ce pic de testostérone? Eh bien il a en fait chez le rat nouveau-né mâle une action dite déféminisante, c'est-à-dire qu'il va empêcher le fonctionnement ultérieur d'un centre qui est dans l'hypothalamus, qu'on appelle le centre de la cyclicité, sur lequel on reviendra chez la rate, qui est un centre situé dans l'aire préoptique. Et donc sous l'influence de la testostérone, eh bien, on empêche ce centre de la cyclicité d'être fonctionnel, et au moment où le rat sera adulte, eh bien, on n'a pas de centre cyclique qui fonctionne. Et par contre, chez la femelle, il n'y a pas de pic de testostérone, et donc il y aura maintien du fonctionnement du centre de la cyclicité, et je vous parlerai du rôle de ce centre de la cyclicité chez la rate, et notamment l'influence de la photopériode sur ce centre de la cyclicité. On fait à nouveau un saut dans le temps, et on va parler ici des effets de la testostérone à partir de la puberté. Regardons tout d'abord cette courbe d'évolution chez l'homme des deux hormones testiculaires dans le sang. Eh bien, vous avez première hormone testiculaire qui est produite chez le fœtus, l'AMH, impliquée dans la régression des canaux de Müller. Puis vous voyez que l'AMH ne cesse de diminuer au cours de la période de la fin de la vie fœtale, puis au cours de l'enfance, et on a des taux minimum au moment de la puberté. La testostérone, on a une forte production de testostérone par le testicule fœtal. Ça correspond à notamment l'acquisition des caractères sexuels masculins dits primaires, c'est-à-dire masculinisation des voies génitales, des glandes, des organes génitaux externes. Et puis il y a ensuite une très faible production de testostérone pendant l'enfance, et au moment de la puberté, vous voyez qu'il y a une production de testostérone qui augmente de façon très importante. Alors cette testostérone va induire l'apparition et le maintien des caractères sexuels secondaires en agissant sur un certain nombre de cibles. Alors c'est une hormone qui va agir notamment sur la peau, donc elle est impliquée dans l'acné, mais elle est aussi impliquée dans le développement de la pilosité, apparition des poils du pubis, apparition de la barbe, puis un peu plus tard des poils thoraciques notamment, donc apparition d'une pilosité qui est un des caractères sexuels secondaires.
Autre effet important, c'est un effet sur la croissance, ce qu'on appelle les effets somatiques de la testostérone. Elle est impliquée en fait dans une poussée de croissance, donc il va y avoir une croissance importante au moment de la puberté, par activation d'un axe qu'on appelle l'axe somatotrope, qui est l'axe impliqué dans la croissance. On le reprendra quand on verra la lactation. La testostérone est impliquée aussi dans la soudure des cartilages de croissance en fin de puberté, d'où l'arrêt de croissance à la fin de la puberté. Elle est aussi impliquée dans le développement des muscles, donc des effets, si vous voulez, anabolisants. Elle a aussi un effet sur le larynx, un effet d'élargissement, de croissance du larynx, un effet aussi d'épaississement des cordes vocales, donc il y a une maturation de la voix, un changement de la voix. Et puis la testostérone va également exercer des effets sur les organes génitaux, notamment elle est impliquée dans la croissance et la maturation des organes génitaux, donc on va avoir notamment une augmentation du volume des testicules, une augmentation de la taille du pénis, et puis elle va permettre aussi le démarrage de la spermatogénèse. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment la testostérone peut agir sur la spermatogénèse. La testostérone agit aussi sur le cerveau, en agissant par exemple sur le comportement sexuel mâle, et nous verrons dans la prochaine vidéo qu'elle est aussi impliquée dans des rétrocontrôles négatifs sur la production d'hormones par l'hypophyse. Alors pour terminer, voilà ici dans ce paragraphe une courbe qui montre les transformations au moment de la puberté. Donc le taux d'hormones antimullériennes est minimal pendant la puberté. Les taux sanguins de testostérone, vous voyez, ne cessent de croître, et vous avez un certain nombre de cibles qui sont activées par la testostérone. Donc par exemple ici les organes génitaux externes, développement du pénis, donc il y a une croissance pénienne, action sur la peau avec apparition des poils pubiens, action, on l'a dit, sur la croissance avec ici un pic de croissance, et puis une mise en route de l'appareil génital aussi dans sa fonction de production de sperme. Ce sont les premières éjaculations. Après vous avoir exposé le rôle de la testostérone à l'échelle de l'organisme, notamment rôle essentiel dans l'acquisition des caractères sexuels masculins, nous allons voir à l'échelle cellulaire et moléculaire le mode d'action de la testostérone et, de façon plus générale, le mode d'action des androgènes. Premièrement, la testostérone entre et agit dans les cellules cibles. En effet, comme tous les stéroïdes, la testostérone est une molécule lipophile, donc qui aime les phases lipidiques, et donc elle va être capable de traverser la bicouche lipidique que constitue la membrane plasmique limitant les cellules. Et donc la testostérone va être capable de rentrer dans le cytoplasme des cellules. Et s'il y a un récepteur dans cette cellule, eh bien cette cellule va devenir une cellule cible de la testostérone. Trois modes d'action possibles de la testostérone dans les cellules cibles. Première possibilité, elle va agir en se fixant directement sur le récepteur des androgènes. Donc la testostérone se fixe ici directement sur le récepteur des androgènes présent dans le cytoplasme des cellules cibles. Deuxième possibilité, dans la cellule cible, il peut y avoir présence d'une enzyme appelée la 5-alpha-réductase qui permet la transformation de la testostérone en un autre androgène, la DHT ou dihydrotestostérone. Et cette DHT va se fixer sur le récepteur des androgènes avec une meilleure affinité que la testostérone. C'est ce que j'ai évoqué par une flèche plus épaisse ici liant la DHT à son récepteur. Et notamment, on a pu mesurer que la vitesse de dissociation de l'androgène vis-à-vis de son récepteur était 3 fois plus faible pour la DHT que pour la testostérone. L'intérêt d'un tel mécanisme, c'est qu'il permet une amplification intracellulaire du message hormonal. Ce schéma va vous présenter les deux possibilités d'action que nous venons de voir intégrées sur une même figure. On est par exemple ici chez le fœtus mâle et on retrouve les deux modes d'action possibles de la testostérone. Première possibilité, c'est le cas des canaux de Wolff du fœtus, qui sont, vous rappelez, maintenus et masculinisés par la testostérone.
Le testicule fœtal produit la testostérone qui rentre dans la cellule cible. Cette testostérone va se fixer sur le récepteur des androgènes et va induire une cascade d'événements conduisant à la masculinisation des dérivés des canaux de Wolff. Deuxième possibilité, c'est par exemple le cas des organes génitaux externes et du sinus urogénital chez le fœtus. Le testicule fœtal produit la testostérone qui rentre dans la cellule cible, mais la présence d'une 5-alpha réductase convertit cette testostérone en DHT. La DHT se fixe sur le récepteur des androgènes avec une meilleure affinité et va induire une cascade d'événements qui vont conduire par exemple à la masculinisation des organes génitaux externes, donc formation du pénis par exemple, et masculinisation du sinus urogénital, par exemple développement de la prostate. En fait, il existe un troisième cas de figure possible, c'est le cas de certains neurones de l'hypothalamus, où la testostérone va rentrer dans la cellule cible, mais elle va subir l'action d'une enzyme qui est l'aromatase. Et cette aromatase convertit la testostérone en estrogène, l'estradiol, et l'estradiol va ensuite se fixer sur non plus le récepteur des androgènes, mais sur le récepteur des estrogènes. Ici, on peut dire que la testostérone joue le rôle d'une pré-hormone, puisque l'hormone active sur son récepteur, c'est l'estradiol. C'est par exemple le type d'action, ce mode d'action du pic périnatal de testostérone chez le rat, un nouveau-né, dans la sexualisation de l'hypothalamus que nous avons évoqué tout à l'heure. Je vais vous présenter maintenant le récepteur des androgènes. Ce récepteur des androgènes qui est codé par un gène présent sur le chromosome X chez l'homme. Ce récepteur appartient à une grande famille de récepteurs qu'on appelle les récepteurs à action nucléaire. Ces récepteurs, ce grand groupe de récepteurs, regroupe notamment les récepteurs des hormones stéroïdes. Nous verrons notamment le récepteur des androgènes, mais je vous parlerai aussi dans le chapitre 5 des récepteurs des estrogènes, des récepteurs de la progestérone. On a eu l'occasion aussi de parler des récepteurs des glucocorticoïdes. Autre grand groupe de récepteurs, les récepteurs des hormones thyroïdiennes, qui ont donc aussi une action par le biais de... Donc les hormones thyroïdiennes ont aussi une action par le biais de récepteurs nucléaires. Et puis on peut citer parmi les membres de cette grande famille, de cette super famille des récepteurs à action nucléaire, le récepteur de l'acide rétinoïque. L'acide rétinoïque étant un composé qui intervient notamment dans le développement embryonnaire. Il intervient notamment par exemple dans la formation du membre chez les vertébrés. Alors le récepteur des androgènes contient, comme les autres membres de cette super famille de récepteurs à action nucléaire, les 4 grands domaines fonctionnels suivants qui sont aussi évoqués par 5 lettres, vous allez voir. Donc une petite image sur le récepteur des androgènes. Le récepteur des androgènes est présenté ici dans sa structure secondaire. Donc tout ce qui est rouge, vert et bleu, c'est le récepteur des androgènes. Et en blanc ici, c'est la testostérone fixée sur son récepteur. Donc voyons les 4 grands types de domaines et les 5 lettres qu'on utilise pour les baptiser. Premier domaine du récepteur des androgènes, c'est ce qu'on appelle le domaine de régulation. Il est situé à l'extrémité NH2 terminale et on l'appelle aussi le domaine grand A, grand B. Ce domaine est un domaine hyper variable, possédant notamment la zone AF1. AF1, c'est un domaine de transactivation, c'est-à-dire d'activation transcriptionnelle. Il va pouvoir activer la transcription de gènes spécifiques. Il s'agit ici d'un domaine de transactivation dit constitutive, c'est-à-dire actif même en l'absence d'hormones, en l'occurrence même en l'absence d'androgènes. Deuxième type de récepteur, deuxième type de domaine dans le récepteur des androgènes, c'est le domaine de liaison à l'ADN, qui est dit aussi le domaine central, on dit aussi le domaine 2, on l'appelle aussi le domaine C. Alors, ce domaine est un domaine qui est fortement conservé au sein de la superfamille des récepteurs nucléaires, et il est composé par 2 structures qu'on appelle les doigts
à zinc qui sont centrés sur un atome de zinc qui est connecté par l'intermédiaire de cystéine. Et nous allons voir le rôle de chacun de ces doigts à zinc. Premier doigt à zinc qui est représenté ici dans la partie de gauche de cette figure. Bien, ce premier doigt à zinc est impliqué dans la reconnaissance de l'ADN. Et notamment, vous avez 4 acides aminés qui sont discriminants dans cette reconnaissance, qui sont mentionnés ici. Une glycine, une sérine, une lysine et une valine, que j'ai ici encadré. Alors ce premier doigt à zinc est impliqué en fait dans la reconnaissance spécifique d'une séquence qu'on appelle une séquence ARE. ARE signifiant un élément de réponse aux androgènes. Cette séquence d'ADN, elle est présente dans la région régulatrice de certains gènes qui seront des gènes cibles des androgènes. On peut dire que la boîte P, c'est une boîte impliquée dans la reconnaissance de l'ARE. Notons que l'ARE est une structure palindromique, c'est-à-dire si on lit ici la séquence de gauche à droite, ben vous avez exactement la même séquence lue de droite à gauche. Donc en fait, un ARE, c'est 6 paires de bases séparées par 3 nucléotides, puis encore 6 paires de bases. Et nous allons voir qu'il va se fixer non pas un récepteur sur cet ensemble, mais 2 récepteurs, puisqu'il y a en fait 2 séquences symétriques pour pouvoir fixer le dimère de récepteurs. Le second doigt à zinc, qui est présenté ici, porte également une boîte particulière avec des acides aminés essentiels qu'on appelle la boîte D. Cette boîte inclut ici les 5 acides aminés essentiels qui sont ici un aspartate, une asparagine, une arginine, une sérine et une alanine que j'ai entouré ici sur le schéma. Donc ce deuxième doigt à zinc est impliqué dans la dimérisation des récepteurs des androgènes ici sur l'ADN. Donc pour résumer ici, le second domaine c'est le domaine de liaison à l'ADN, on l'appelle aussi le domaine C. Il contient 2 doigts à zinc et il permet notamment la fixation à l'ADN, fixation à une séquence d'ADN spécifique qui est une séquence qu'on appelle ARE ou élément de réponse aux androgènes, qui est une courte séquence, on l'a vu, palindromique de 6 paires de bases. Troisième domaine du récepteur des androgènes, c'est ce qu'on appelle le domaine charnière, qu'on appelle aussi le domaine grand D. Et ce domaine grand D contient un signal de localisation nucléaire du récepteur, qu'on appelle le signal NL1, et qui est un signal qui permettra au récepteur de pouvoir être déplacé dans le compartiment nucléaire. Enfin, le dernier domaine, le domaine 4, c'est le domaine C-terminal, et il contient le site de liaison à l'hormone. Donc il contient ici une sorte de poche qui est constituée par 11 hélices alpha et un feuillet bêta, qui est la zone spécifique de liaison au ligand et qui va pouvoir spécifiquement ici lier les androgènes. Alors attention, pas tous les androgènes. Il va pouvoir fixer la testostérone et la DHT, on l'a dit, avec une meilleure affinité, mais les autres androgènes ne se fixent pas sur ce domaine. La DHEA, l'androstendione, la delta 4A ne peuvent pas se fixer sur ce récepteur. Il faudra que ces androgènes soient convertis en testostérone et peut-être aussi en DHT pour pouvoir être actifs. Alors notons que ce domaine de liaison de l'hormone contient un second signal de localisation nucléaire qui est le signal NL2. Donc il y a plusieurs motifs qui permettront aux récepteurs associés aux androgènes à se déplacer dans le compartiment nucléaire. Notons également qu'en l'absence d'hormones, en l'absence de ligands, ce domaine peut fixer des protéines qu'on appelle les protéines HSP, des protéines de choc thermique, dont je vous ai parlé dans le chapitre 2, première partie, et on verra intervenir ces HSP tout à l'heure. Notons également que ce domaine intervient dans la dimérisation des récepteurs, et ce domaine possède aussi une fonction de transactivation, qui est une fonction AF2, mais contrairement au domaine AF1, ce domaine AF2 est un domaine de transactivation dépendant
de la liaison de l'hormone sur le récepteur, c'est-à-dire qu'il faut que l'hormone se fixe sur son récepteur pour que cette région puisse activer la transcription de gènes cibles. Notons que ce domaine 4 ou domaine E est très conservé entre les espèces et c'est un domaine aussi qui présente 50% de similitude avec le domaine équivalent dans le récepteur d'autres hormones stéroïdes comme les glucocorticoïdes, les minéralocorticoïdes ou la progestérone. Et notons bien que ce domaine forme une poche de liaison qui permet l'ancrage du ligand, donc de l'androgène, au cœur de la molécule réceptrice. Nous allons finir cette vidéo par l'étude du mode d'action du complexe androgène récepteur et je vais vous présenter ce mode d'action en 3 étapes. Le grand schéma ici va permettre de voir la succession de ces 3 étapes. La première étape, je l'ai appelée l'activation du récepteur des androgènes. La testostérone, représentée par cet hexagone blanc, va rentrer dans la cellule et elle peut agir directement sur son récepteur ou être convertie en DHT si la cellule contient une 5-alpha réductase. La fixation de la testostérone ou de la DHT sur le récepteur des androgènes, ici, a 3 conséquences sur ce récepteur. Première conséquence, il va induire un changement de conformation du récepteur des androgènes. Ça c'est assez classique, quand un ligand se fixe sur son récepteur, bien ça induit un changement de conformation de ce récepteur. Deuxième conséquence de la fixation de l'androgène sur son récepteur, vous avez une dissociation des protéines HSP qui sont représentées en blanc, donc qui quittent le récepteur. Et enfin, troisième conséquence, vous avez une hyperphosphorylation du récepteur des androgènes, ce qui est mentionné par les 3 lettres P, alors qu'on avait une seule lettre P avant la fixation des hormones, des androgènes. Donc retenons que dans cette première étape, le récepteur des androgènes est activé par son ligand, c'est-à-dire par la DHT ou la testostérone. Deuxième étape, c'est la fixation de ce récepteur sur l'ADN. En effet, le complexe androgène, donc ici par exemple DHT représenté par l'hexagone rouge, et son récepteur activé, ce complexe va être transloqué dans le compartiment nucléaire. Rappelez-vous les signaux NL1 et NL2 qui permettent cette translocation. Et ce complexe androgène récepteur va se dimériser avec un autre complexe androgène récepteur. On a ici un homodimère qui se forme et c'est cet homodimère de récepteurs activés qui va se fixer sur les séquences spécifiques d'ADN qu'on appelle ARE. Donc on l'a vu tout à l'heure, le palindrome permettant justement la fixation de 2 récepteurs par le biais de leur doigt voisin. Ces ARE sont présents dans les séquences régulatrices de certains gènes qu'on appellera des gènes cibles des androgènes. On a terminé la deuxième étape qui était la fixation du récepteur des androgènes sur l'ADN, fixation sous forme d'un dimère. Troisième étape, ce positionnement va permettre aux récepteurs des androgènes d'interagir par leur domaine de transactivation, notamment, rappelez-vous, le domaine AF2 qu'on a vu tout à l'heure, d'interagir avec le complexe d'initiation de la transcription qui est mentionné ici, donc avec les facteurs généraux de transcription, TBP ici, par l'intermédiaire de nombreux coactivateurs qui sont mentionnés ici par COA. Et ces coactivateurs vont entraîner notamment une acétylation des protéines histones. Donc il y a des remodelages chromatiniens qui vont se faire, une modification de la structure de la chromatine qui va la rendre accessible au complexe protéique d'initiation de la transcription, ce qui va conduire finalement bien à une action de l'ARN polymérase 2 qui va induire donc la transcription de certains gènes. Donc finalement ce que je voulais vous montrer par l'exemple ici des androgènes, c'est un mode d'action d'hormones capable d'induire l'activation de la transcription de gènes cibles. J'ai terminé cette vidéo consacrée aux testicules endocrines et je vous retrouve dans la prochaine vidéo du chapitre 4 qui sera consacrée au contrôle des activités testiculaires. Je vous remercie de votre attention et vous retrouve avec plaisir pour la 4e partie de ce chapitre 4.